Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque ensemble notre projet de gestion de restaurant avec du Java FX et MySQL. Et on verra ensemble trois grandes étapes: la configuration de l'environnement de développement, la création et l'implémentation de la base de données, puis la mise en place de l'architecture en suivant le modèle MVC. Et oui, on va commencer d'abord par configurer tout l'environnement de développement. On va s'assurer que tous les outils sont prêts pour commencer à coder. Ensuite, on va passer à la création de la base de données MySQL en construisant une structure solide et bien pensée pour gérer les restaurants, les tickets, les tables et les menus. Enfin, on va mettre en place l'architecture en définissant les packages et en organisant notre code pour qu'il soit propre et facilement maintenable. Bienvenue dans notre magnifique vue. Nous allons créer ensemble cette application de gestion des restaurants avec JavaFX et MySQL. Voici notre roadmap. Dans un premier temps, nous allons configurer ensemble l'environnement de développement. Puis, nous allons implémenter la base de données MySQL. Pour finir avec l'architecture du projet en suivant le modèle MVC avec quelques couches supplémentaires. Je vais vous guider étape par étape pour bien démarrer ce projet et vous expliquer chaque choix technique que nous allons faire. Mais ça a l'air super! Pourquoi JavaFX plutôt que d'autres technologies comme Swing ou Java Web? Alors, bonne question. JavaFX est plus moderne que Swing et permet de créer des interfaces plus esthétiques et plus interactives. C'est également mieux intégré à Java 11, Java 17 et il est conçu pour être plus facile à utiliser pour des interfaces graphiques avancées. De plus, avec JavaFX, on peut facilement appliquer du CSS pour personnaliser le design, ce qui est plus pratique pour ce genre de projet. En plus, il bénéficie d'une meilleure intégration avec des outils modernes comme SceneBuilder. D'accord, mais est-ce que tu vas utiliser SceneBuilder et FXML pour l'interface graphique? Non, on ne va pas utiliser SceneBuilder ni FXML pour ce projet. Pourquoi? Parce que l'objectif est de tout faire en code Java, sans passer par des outils externes comme SceneBuilder, comme tu viens de le dire. Cela nous permet de mieux maîtriser les composants JavaFX et de garder une architecture plus claire. On va donc définir nos scènes, fenêtres et contrôleurs directement en Java, ce qui est aussi plus flexible dans le cadre de notre tutoriel. On va aussi utiliser CSS pour la mise en forme afin de séparer l'apparence du comportement. Mais du coup, cela signifie que tout le design et la gestion des fenêtres se feront en code? Ça n'alourdit pas l'application? Pas du tout. En réalité, cela nous permet de garder un contrôle total sur chaque composant de l'interface. L'utilisation de JavaFX directement dans le code nous permet de mieux comprendre l'interaction entre les différentes couches de l'application et de gérer chaque détail. Cela dit, pour les projets plus complexes ou pour des équipes de développement, on pourrait envisager FXML et SceneBuilder pour une séparation plus nette entre logique et présentation. Mais pour notre projet, on va rester simple et utiliser le code Java pour tout gérer. Génial! J'imagine qu'on commence par configurer l'environnement. Est-ce que c'est un peu long à faire? Pas du tout. En fait, la configuration est assez rapide car nous allons utiliser VS Code avec l'extension Java Extension Pack. Cette extension inclut déjà Maven, ce qui nous permet de gérer les dépendances facilement. Et JavaFX est inclus également. Donc, on ne va pas avoir à télécharger ces outils séparément. Si vous n'avez pas encore configuré VS Code, je vous invite à consulter cette vidéo où je vous guide à travers le processus d'installation de Java et de configuration de VS Code pour Java. Une fois l'extension Java Extension Pack installée, vous serez prêt à démarrer avec Maven et JavaFX. Je vous donne quelques explications supplémentaires pour ce qui concerne Maven et JavaFX. Comme je l'ai dit, Maven est déjà intégré dans le plugin Java Extension Pack. Donc, vous n'avez pas besoin de le télécharger manuellement. Une fois l'extension installée, vous aurez tout ce qu'il faut pour gérer les dépendances. D'ailleurs, nous allons facilement créer un projet JavaFX sans trop d'efforts.
Donc, pour la gestion des dépendances, on va juste avoir à ajouter les bonnes dépendances dans le fichier pom.xml, c'est ça? Exactement. Nous allons ajouter les dépendances nécessaires dans notre fichier pom.xml. Vous n'aurez qu'à ajouter ces quelques lignes pour intégrer JavaFX, Hibernate et MySQL. Et une fois que vous avez ajouté les dépendances dans Maven, elles sont téléchargées automatiquement. Vous n'avez pas besoin de vous soucier des fichiers .jar. C'est l'un des grands avantages de Maven. Il se charge de tout pour nous. Au fait, on utilise un outil particulier pour gérer MySQL ou on fait tout depuis le terminal? Très bonne question. Pour ce projet, WAMP Server est un excellent choix. C'est une solution tout en un qui inclut Apache, MySQL et PHPMyAdmin dans un seul package. Donc, pas besoin de configurer MySQL ou Apache séparément. Une fois installé, tu peux tout gérer depuis une interface graphique et tu pourras facilement accéder à PHPMyAdmin directement via le tableau de bord de WAMP Server. Ah ok, et on installe comment WAMP Server? Rien de plus simple. Voici les étapes. Dans un premier temps, nous allons télécharger WAMP Server depuis le site officiel, ce que vous avez sous les yeux. Nous allons tout simplement suivre les instructions d'installation. Moi, je l'ai déjà installé. Ça va installer à la fois Apache, MySQL et PHPMyAdmin en même temps. Une fois l'installation terminée, on va tout simplement lancer WAMP Server comme on le fait ici. Et du coup, tu verras l'icône dans la barre des tâches, elle deviendra verte quand tout sera bien configuré. Ensuite, tu peux tout simplement accéder à PHPMyAdmin en ouvrant ton navigateur et en allant sur l'adresse http localhost/phpMyAdmin. Et si quelqu'un utilise Linux, est-ce qu'il peut quand même utiliser WAMP Server? Ah, c'est une excellente question. C'est là où j'ai pas pris en compte en fait les utilisateurs qui utilisent Linux ou macOS. En fait, WAMP Server est conçu uniquement pour Windows. Donc, si tu es sur un autre système d'exploitation comme Linux ou Mac, il te faudra un autre outil. Mais ne t'inquiète pas, il existe une solution équivalente pour ces systèmes. C'est le XAMPP. XAMPP, c'est un package multiplateforme qui fonctionne sur Windows, Linux et macOS. Il inclut Apache, MySQL, PHP et PHPMyAdmin, tout comme WAMP Server d'ailleurs. D'accord? La seule différence, c'est que XAMPP fonctionne sur toutes les plateformes. Donc, que tu sois sur Linux, Mac ou Windows, tu peux utiliser XAMPP pour mettre en place un serveur local et gérer ta base de données. Alors, grâce à PHPMyAdmin, tu pourras créer ta base de données, ajouter des tables et même importer un fichier .SQL pour peupler la base avec les données du départ. C'est l'outil idéal pour voir les résultats de notre code en temps réel et tester la structure de la base. Passons maintenant à la création de la base de données MySQL. Dans notre application, nous allons gérer plusieurs entités. Des restaurants, des tables, des assiettes, des tickets, des commandes et ainsi de suite. L'idée ici est de créer des tables qui correspondront aux entités de notre modèle. Et nous allons utiliser Hibernate pour gérer la communication entre notre application Java et la base de données. Ok, donc tu vas utiliser Hibernate pour la gestion de la base de données. Qu'est-ce que ça nous apporte par rapport à une gestion manuelle du SQL? Ouais, c'est une excellente question. Alors, Hibernate, c'est un ORM, Object Relational Mapping. Ce qui signifie qu'il permet de mapper les objets Java sur des tables de base de données de manière automatique. Okay. Avec Hibernate, on n'a pas besoin d'écrire des requêtes SQL manuelles pour les opérations CRUD, Create, Read, Update, Delete. Il s'occupe de tout. De plus, Hibernate prend en charge des fonctionnalités comme la gestion des transactions, la génération automatique des tables et la gestion de la persistance des données. Alors, voici une représentation UML de la structure de notre base de données. Il nous permettra de bien comprendre les entités principales de notre système, leurs relations et comment elles s'imbriquent dans l'application. Pour info, UML, c'est Unified Modeling Language. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as organisé les entités? Je vois qu'il y en a pas mal. Oui, bien sûr. Commençons par la base, l'entité restaurant.
c'est l'entité principale. Toutes les autres entités sont liées directement ou indirectement à elle. On peut dire que c'est le cœur du système. L'entité restaurant a une clé primaire, son identifiant unique, et a un ensemble de champs ou colonnes qui fournissent en fait des informations de base sur le restaurant. On a aussi une colonne identifier qui va être en fait une chaîne de caractères unique pour éviter d'afficher l'idée brute. Ok. D'accord? Oui. Elle a plusieurs relations 1N avec les autres tables. Par exemple, avec la table restaurant table, restaurant ticket, restaurant menu, restaurant plate, restaurant order. Donc, chaque restaurant peut avoir plusieurs tables, plusieurs menus, plusieurs tickets, etc. C'est bien ça? Exactement, tu as tout compris. Ce sont toutes des relations 1 à plusieurs, 1N. Et elles sont bien représentées dans notre UML, en fait, via la clé Restaurant ID. Alors, Restaurant Table, Restaurant Plate, Restaurant Ticket, ce sont des entités associées au fonctionnement du restaurant. Restaurant Table contient des tables physiques, comme les vraies tables où les clients s'assoient. Okay. On peut voir une colonne NB Place, ça indique le nombre de places par table. On peut mettre un nombre de places par défaut, par exemple 4. Okay? Oui. Il y a une colonne Is Available qui va nous indiquer est-ce que la table est libre ou occupée. Et on a aussi pensé à l'unicité. Nous avons garanti que pour un restaurant donné, il ne peut pas y avoir plusieurs tables qui portent le même identifiant. D'accord. OK? Oui. Nous avons aussi Restaurant Plate qui représente en fait les assiettes utilisées lors du service. Chaque assiette a une taille. Size, on peut tout simplement faire en sorte qu'il soit un énum où on a small, medium, large, etc. Nous avons aussi pensé à Restaurant Ticket. En fait, Restaurant Ticket, ça va représenter un ticket de file d'attente. Tu vois? Okay, c'est un ticket de file d'attente. C'est pour cela aussi qu'on a ajouté la colonne Priority pour nous indiquer la priorité en fait du client. Est-ce que c'est un VIP ou bien un client normal, etc. Tu vois? On a aussi pensé à une colonne Has Ordered. Est-ce qu'il a passé commande? Est-ce qu'il a déjà passé commande? Donc, ça nous permet en fait d'invalider un ticket. Une fois que tu as passé commande, ton ticket n'est plus valide. Oui, d'accord. Okay? Et on a aussi pensé à ajouter un identifier. Sur chaque ticket, il y a un identifiant unique qui est visible par le client. Ok, oui. C'est pas l'idée technique. Hein. Ces trois entités sont directement liées à un restaurant via Restaurant ID, qui est la clé étrangère. Alors, Restaurant Menu. Cette table contient les menus d'un restaurant. C'est la carte principale, quoi. Donc, on y voit en fait une colonne Is Special. Cette colonne nous indique en fait si on doit afficher ce menu aujourd'hui. Nous avons Restaurant Menu Item. Ce sont les éléments, donc le plat d'un menu. Voilà. On a un ensemble de colonnes telles que le nom, le prix, la description. Et chaque item, ou bien chaque plat, appartient à un menu. D'où la relation N1 avec Restaurant Menu. Donc, on peut avoir plusieurs plats dans un menu, mais un plat appartient à un seul menu. Oui, exactement. Et l'identifiant unique sur chaque plat, qui est représenté par la colonne Identifier, permet de les retrouver facilement, même côté l'interface utilisateur. OK? Ok, oui. Nous avons Restaurant Order, qui représente une commande. Ça contient le nombre de personnes, le statut, par exemple, est-ce que la commande est servie, est-ce que la commande est en attente, tout ça. On a aussi pensé à ajouter une colonne Priority. Pourquoi? Parce que, en fait, il est possible qu'il n'y ait pas de ticket. On permet au restaurant de prendre des commandes sans ticket. Ok. On peut appliquer cette histoire des priorités là aussi. D'accord? D'accord. Donc, on a pas mal de colonnes
telles que l'addition qui est représentée par Bill. Le ticket est facultatif, comme je viens de le dire. Oui. Parce que même sans ticket, on peut passer une commande. Et les plats d'une commande, ils sont gérés où? Alors, les plats d'une commande sont gérés dans la table Restaurant Order Dish. C'est une table d'association NN entre commande, un plat, une assiette. Une commande peut contenir plusieurs plats. Un plat peut apparaître dans plusieurs commandes. On ajoute en plus la quantité et la date de création. On a aussi la table Restaurant Order Table, qui est une autre table d'association NN entre une commande et une ou plusieurs tables physiques. Ok. Ok? Oui. Cela permet de dire qu'une commande est servie sur plusieurs tables, ce qui est utile pour des grands groupes. Par exemple, nous avons une entreprise qui amène ses salariés. On ne pourra pas les servir sur une seule table. C'est vraiment bien pensé. Et au niveau cardinalité, c'est bien du 1N pour restaurant avec toutes les autres et du NN pour commande, assiette et table. Oui, exactement. Je te fais un petit résumé rapide. Ok? Relation restaurant vers les tables physiques. Un restaurant a plusieurs tables. Ok? Oui. C'est une relation 1N. Relation restaurant vers ticket. C'est une relation 1N encore. Parce qu'un restaurant peut délivrer plusieurs tickets. Et relation restaurant avec la table menu, c'est une relation 1N encore. Parce que c'est un resto peut avoir plusieurs menus. Oui. Restaurant commande, toujours 1N. Un restaurant peut avoir plusieurs commandes. Maintenant, menu avec menu item, c'est un N. Parce qu'un menu peut avoir plusieurs menu items, donc plusieurs plats. Oui. Ok? Commande et table. Pour commande et table, ils ont une relation NN. Pourquoi? Parce qu'une commande peut être sur plusieurs tables. Ok. D'où la table Restaurant Order Table qui fait l'association. Commande et plat, on est sur du NN. Une commande peut contenir plusieurs plats. Ok? Oui. Commande, ticket. Une commande peut être liée à un ticket. D'accord. D'accord? C'est pour ça qu'on a une relation 0 ou 1. Soit il n'y a pas de ticket ou il y en a un ticket. C'est facultatif. Grâce à cette modélisation, on va pouvoir facilement mapper toutes ces entités en classe Java. Puis utiliser Hibernate pour faire le lien avec la base. Et comme notre base est bien normalisée, on pourra faire des requêtes complexes très facilement. Maintenant, voici à quoi ressemble notre script SQL que nous allons importer dans Romp Server, dans PHPMyAdmin, de manière tout simplement à avoir notre base de données dans PHPMyAdmin. Maintenant qu'on a fini d'implémenter notre base de données, on va aborder l'architecture de notre application. Nous allons utiliser le modèle MVC, mais en l'enrichissant avec des couches supplémentaires comme DAO, Service, Manager. Rentrons tout de suite dans notre écran noir pour pouvoir réaliser l'architecture de notre projet. Allez, on va entrer dans le vif du sujet. Avant de parler de notre architecture à nous, essayons d'abord de comprendre en fait l'architecture standard qui nous a été générée automatiquement. On y voit un dossier SRC. C'est le cœur du projet. Il est divisé en deux sous-dossiers, SRC main Java et SRC main ressources. Dans SRC main Java, on y trouve en fait le code source de l'application. Nous avons aussi le module info. Ça, c'est une particularité de Java 9 en fait. C'est un fichier spécial qui permet de savoir ce que notre application exporte et ce qu'il requiert, les autres modules nécessaires. Par exemple, ici, on voit qu'on est dépendant d'un package controls qui vient de JavaFX, des XML qui vient de JavaFX, mais aussi on exporte comme point solide qui est notre package. Voilà. L'autre sous-dossier ressources contient des ressources comme les fichiers XML, les feuilles de style, CSS, des images, des polices. Ces fichiers seront embarqués dans l'application à l'exécution.
nous allons voir ensemble le dossier Target. Ce dossier est généré automatiquement par Maven lors du build. On y trouve quoi? On y trouve les classes. Voilà, ce sont des fichiers compilés. Voilà, c'est des fichiers .class qu'on va y trouver. Par exemple, ici, on a app.class. Et on nous trouve aussi des dossiers comme test class, là où on va mettre les fichiers compilés de test. OK? Quand on aura généré un jar avec notre projet, eh bien, c'est ici aussi qu'on retrouvera en fait notre jar. Et sachant qu'on a déjà parlé de notre fichier pom.xml, on va pas s'attarder là-dessus. Ce qu'on va faire, nous allons commencer par supprimer ce dont on n'a pas besoin. Avant de supprimer déjà, on va lancer ce projet pour voir qu'est-ce qui va nous sortir. Quel est le résultat? Ah, voilà, on a une fenêtre, on a une application tout prêt. On peut changer de scène visiblement. On nous a mis 2 scènes. Donc ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de tout ça, non. On va les supprimer. Parce qu'on n'a pas besoin, on sait qu'on n'aura pas besoin de FXML, donc on va tout nettoyer. On supprime tout ça. Delete. Tout ce qui est à l'intérieur aussi, ici, on va supprimer tout ça. Pour l'instant, on n'a pas besoin de tout ça. OK. Tout ça, on n'aura pas besoin. On n'a pas de XML à loader. Là, on va laisser notre ami comme ça. D'accord. Pour l'instant, on est bien comme ça. Et puis, on va dans le dossier ressources. Nous allons supprimer ça. On n'a pas besoin. Parce qu'on ne va pas faire du FXML. C'est ce qu'on s'était dit. OK. Ça, c'est cool. Alors, sachant qu'on ne va pas faire du FXML, on va chercher partout où ça se trouve là. On va les virer. Ici, par défaut, je l'avais. J'en ai pas besoin. Voilà. Et je vais le virer aussi dans là. Je dis, je ne vais pas utiliser FXML. Je n'ouvre pas mon application à FXML non plus. Donc, tout va bien. Et là, nous allons commencer par réfléchir à notre architecture. Comme je l'ai dit, nous allons créer les couches sans rentrer dans les détails des classes. On verra ça après. D'accord? Alors, commençons par créer la couche contrôleur. Cette couche, en fait, intercepte les actions de l'utilisateur et coordonne les appels au service pour exécuter la logique métier. C'est elle qui met à jour la vue avec les résultats. OK? OK, oui. Maintenant, créons la couche modèle. Cette couche représente les données utilisées pour l'affichage dans l'interface utilisateur et peut inclure des property bindings, etc. La couche modèle est plus adaptée à la présentation des données dans la vue et peut inclure des données formatées ou dérivées. D'accord. Maintenant, parlons de Entity. Nous allons créer cette couche. C'est une couche en fait qui représente les tables dans la base de données et est utilisée pour la persistance de données via un ORM. Notre ORM là, Hibernate, voilà. La couche Entity est liée à une structure de base de données et chaque classe dans cette couche représente une table dans notre base de données. Créons maintenant la couche Vue. Cette couche nous permet d'afficher les données de l'utilisateur et capture les événements utilisateurs, mais ne contient pas de logique métier. Maintenant, créons notre couche DAO. DAO, qu'est-ce que ça veut dire? Data Access Object. Cette couche effectue les opérations CRUD. Create, read, update, delete dans la base de données. OK. En agissant comme une couche d'abstraction de la base. Maintenant, créons la couche service. Cette couche contient la logique métier et interagit avec les DAO pour effectuer des opérations complexes sur les données. Nous allons maintenant créer la couche manager.
Et dans cette couche, nous allons gérer la navigation et l'orchestration entre les différents modules et couches de l'application. J'ai une question. OK. Pourquoi ajouter des couches comme DAO, service et manager en plus du modèle MVC standard? OK. Ces couches supplémentaires permettent de mieux structurer l'application et de séparer les préoccupations. Je vais donner une explication supplémentaire pour ces 3 couches. DAO est responsable des opérations de base de données et permet de manipuler les entités sans se soucier de la logique métier. OK. Cette couche récupère juste les données dans la base et retourne ces données-là au service. OK? OK, oui. La couche service va contenir toute la logique métier et est appelée par le contrôleur pour effectuer les actions sur les données. Donc, la couche service va questionner la couche DAO pour lui demander des données. Maintenant, nous avons la couche manager. Cette couche manager va gérer les interactions avec les différentes couches et orchestrer le flux de l'application, y compris la gestion des vues et des contrôleurs. Et pour la vue, comment cela va-t-il se passer avec JavaFX? Alors, pour la vue, nous allons créer des scènes et des fenêtres dans JavaFX. Chaque vue sera responsable de l'affichage des informations à l'utilisateur et de la gestion des événements comme les clics ou les interactions avec les boutons. L'avantage ici, c'est qu'on va gérer tout ça en code sans utiliser FXML, ce qui nous permet un contrôle complet sur l'interface. Et voilà, dans cette vidéo, on a bien avancé. On a configuré l'environnement de développement avec VS Code, Maven, JavaFX et mis en place de la base de données MySQL. Oui, et surtout, on a aussi structuré notre projet avec une architecture propre, un modèle MVC, modèle vue contrôleur, en ajoutant les couches DAO, Service, Entity, Manager pour préparer la suite de l'application. On vous a aussi montré comment organiser les packages, comment utiliser Web Server ou XAMPP selon votre système et pourquoi cette organisation va nous faciliter la vie pour la suite. Et dans la prochaine vidéo, on commencera à implémenter les contrôleurs, créer notre première interface à JavaFX en code et surtout configurer Hibernate pour communiquer avec notre base de données. C'est super tout ça, j'ai hâte de voir la suite. Si vous aussi vous êtes impatient, pensez à liker, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et merci à vous et à très bientôt pour la suite de ce projet passionnant. Et si vous nous rejoignez en cours de route, pensez à consulter les vidéos précédentes pour bien suivre toute la progression. Et à très bientôt et surtout, continuez à coder parce que la pratique, c'est la clé.